Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien partager avec vous des points de vue et aussi des résultats. Ce n'est pas pour faire un rapport d'activité, mais c'est surtout pour traiter le sujet dans son contexte, et particulièrement dans le contexte malgache de tout ce qui est politique nationale de traitement antipaludique. Pour commencer, j'aime quand même qu'on marche un peu sur le passé, l'histoire. Donc la chloroquine, en tant que molécule, ça a été synthétisé en Allemagne par Bayer en 1934 sous le nom de Résocine. Et puis, la chloroquine, en tant que médicament, a été utilisée plutôt très tôt, au début des années 40. Voilà la molécule, une aminocatéchinoline, donc avec le monoquinoïde et l'amine rattachée ici sur le carbone numéro 4. Merci. Voilà le cycle de vie du parasite, du paludisme, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Nous savons tous que c'est transmis à l'homme par la piqûre des moustiques, enfin de l'anothèle femelle, qui se multiplie à un moment donné au niveau du foie, et après ça commence à passer dans le sang, et que la chloroquine en tant que médicament agit pendant la phase érythrocytaire de Plasmodium. Donc, pour le parasite, sensible à la chloroquine, ça a l'effet d'une bombe. Comme je viens de vous le dire tout à l'heure, on commençait à l'utiliser plutôt pour un traitement à partir des années 40. Et malheureusement, vers la fin des années 50, début des années 60, on était confronté au problème de la chloroquinorésistance. Les parasites du paludisme, des chutes de parasites du paludisme résistantes à la chloroquine ont été détectées en Asie du Sud-Est et aussi en Amérique latine. Le comble, c'est que ça a démarré vers la fin des années 50, début des années 60, mais selon cette carte, bon, que j'ai pris d'une série de présentations de mes collègues du Faro, Marseille, montre qu'il y a quand même une dissémination des parasites résistants dans toutes les zones d'endémie palus, aussi bien en Amérique latine, en Afrique, en Madagascar, qu'en Asie. Si on a pu décrire les premiers cas de résistance vers la fin des années 50 et des années 60, donc c'était seulement en 2000 qu'on a pu mettre la main sur le support moléculaire de la résistance. Donc il y a l'équipe de Tommy Lens et de David Sidoc qui ont identifié le gène PSRP comme marqueur génétique de la résistance à la chloroquine. Donc ce gène code pour une protéine transmembranaire au niveau de la vacuole digestive du parasite, parce que la chloroquine, pour agir, il faut qu'elle passe d'abord dans la vacuole digestive et par la suite empêcher la polymérisation des ferroportyrines 9. Donc, pour le panneau A, donc j'ai repris exactement les textes qui ont été publiés par Massachusetts Medical Society en 2000. Quand le parasite est sensible à la chloroquine, donc vous voyez ici que la chloroquine protonée dans la vacuole digestive ne peut pas sortir.
Par contre, quand il y a une mutation au niveau du gène qui affecte par la suite la conformation, la configuration de la protéine transmembranaire, donc même la chloroquine qui est protonée peut sortir. Finalité, quand il n'y a pas assez de chloroquine, quand la concentration effective de chloroquine dans la vacuole digestive est diminuée, donc la chloroquine ne peut plus tuer le parasite. Et bonjour les dégâts, c'est la résistance. Notamment pour les apprenants à l'atelier, donc j'ai cité ici une référence qui est récente, parce que ce sera publié ça va sortir dans le volume du mois d'avril de Molecular Microbiology. Donc sur cette diapositive, on peut voir, donc voilà d'abord le code pour accéder à Plasmodb, et que donc ils ont identifié la série de mutations au niveau de la protéine, les mutations qui sont associées à la résistance. Tout à l'heure, j'ai parlé de la découverte de la chloroquine. Ça se faisait en Allemagne, pays industrialisé. Tout à l'heure, je vous ai parlé du gène qui code pour la résistance à la chloroquine. Ça a été identifié aussi dans le Nord. Et par contre, ça c'est le bout de texte que j'ai préparé quand on faisait la présentation de l'atelier en 2003. Donc une chose est sûre, le Nord qui avançait la science dans tout ce qui touche aux maladies infectieuses, mais quand on parle de maladies infectieuses, c'est plutôt le Sud qui encaisse. Après, comme tout thermoniste qui se respecte, je me pose certaines questions. Qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on doit faire dans le Sud? Aujourd'hui, le thème tourne surtout autour de la signosensibilité et de signorésistance. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'en 2000, donc, il y avait le papier qui a été publié sur le PSRT, et que autour de cette période, fin 99, début 2000, avec l'aide du service de lutte contre le paludisme qui a été dirigé par le Dr Wilson à l'époque, nous avons mis en place à Madagascar le réseau national pour la surveillance de la résistance des parasites aux antipaludismes. Et bon, vous pouvez voir un peu dans cette référence comment ça fonctionne. Effectivement, ce qu'on a fait, c'est d'évaluer l'efficacité thérapeutique des médicaments, et surtout, pour démarrer le RER, on se disait, bon, on va commencer plutôt avec les tests in vitro, qui consistent soit à faire un test de phénotypage qui a été présenté par le Dr Lassonnière pour les participants, soit à travailler surtout sur les génotypages pour détecter les mutations des marqueurs génétiques de la résistance des parasites. Comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui je ne suis pas ici pour vous faire un rapport d'activité de mon unité. Je suis ici pour vous parler des problèmes associés à cette histoire de résistance à la chloroquine. Mais avant de parler des premiers cas de parasites mutés en PSRT détectés à Madagascar, j'aimerais d'abord vous proposer quelques clichés d'ailleurs. Comme il y a des Sénégalais parmi les participants, voilà ce qui se passe au Sénégal quand on parle du gène PSRT. Donc, pour la mutation lysine en théonine en position 76, du codon 76 du gène, donc ils sont déjà en saturation, 79% de parasites mutés. Donc les parasites mutés sont potentiellement résistants à la chloroquine. Ça donc c'est une référence de 2002, donc qui sous-entend plutôt des travaux effectués soit en 2002 ou en 2001 ou bien avant. Au Mali, 80% des parasites mutés, potentiellement résistants à la chloroquine. En plus, comme ils ont noté ici, donc ça s'est étudié en 2004.
Donc, sur la base de cette étude, ils ont décidé de ne pas utiliser la chloroquine, mais plutôt de remplacer la chloroquine par la sulfadoxine pyriméthamine pour répondre à une épidémie. Congo, 93%. Ça a été publié dans Acta Tropica en 2005. Tanzanie. Donc maintenant, on commence à s'approcher un peu de Madagascar. Publié en 2002, 92% de parasites mutés potentiellement résistants à la chloroquine. Mozambique, 91%. Et je ne peux pas rester en Afrique, il faut que j'aille aussi au Cambodge chez Hewlett. 92% de parasites mutés. Bien que ils aient abandonné la chloroquine depuis 20 ans. Et bon, maintenant, donc, on doit revenir un peu sur notre cours de géographie. Quand je parle de Cambodge, c'est en Asie du Sud-Est. Donc, ça, c'était des travaux qui étaient publiés en 2003. Conclusion, dans tous les pays que je viens de citer tout à l'heure, ils sont déjà dans une phase de saturation. Ils sont déjà dans la phase de saturation en parasites mutés, j'insiste encore, potentiellement résistants à la chloroquine. Maintenant, on va revenir à Madagascar. La chloroquine a été introduite à Madagascar en 1945 et que c'était utilisé surtout pour le traitement du paludisme, mais aussi, je crois que les gens de ma promotion se rappellent toujours de ces campagnes de chloroquinisation. Tous les lundis à l'école, le maître ou la maîtresse nous donne la chloroquine. Et c'était partout dans tout Madagascar. Pour moi, j'ai grandi dans le parti nord-ouest, donc on avait notre dose de chloroquine hebdomadaire. Et ça, c'était une pratique qui durait pendant 20 ans. Donc, quelque part, donc, vous pouvez imaginer la pression médicamenteuse associée à cette campagne de nicotinisation. Et cette notion de pression médicamenteuse, c'est très important parce qu'on va revenir là-dessus plus tard. Donc, au départ, on a prévu d'abord, dans la politique nationale de lutte à l'époque, de protéger les écoliers, les futurs de la nation. Et puis après, on se dit non, pas seulement les écoliers, mais même les enfants qui restent encore dans les quartiers, mais plutôt ou dans les centres scolaires. Voilà pourquoi on avait beaucoup de centres de Croix-Rouge qui donnaient tout le temps de la nicotinine à titre prophylactique pour les enfants. Et après, on se disait non, c'est pas la peine de se limiter aux enfants parce qu'après, quand on veut faire des travaux, notamment pour le chemin de fer sur la côte est, donc même les ouvriers, ils sont aussi exposés au du paludisme. Donc, il fallait aussi protéger les ouvriers. Et qu'à ma connaissance, jusqu'en 2004-2005, on parle encore de l'utilisation de la chloroquine, notamment en chimioprophylaxie chez les femmes enceintes. Maintenant, on a entamé l'IPT, mais jusqu'à preuve du contraire, moi je crois qu'il y a encore des femmes qui vont prendre la chloroquine quelque part. La chimioprophylaxie était quand même efficace en plus. Ils avaient tout ce qu'il faut pour évaluer l'impact. Donc là, je reviens par exemple sur la présentation faite par le médecin colonel de Guimarães qui dirigeait le service central de lutte contre le paludisme à l'époque. Ça, c'était pendant une grande réunion OMS à Brazzaville en 1959. Donc là, par exemple, à Madagascar, donc pendant cette période, chez les enfants de moins de 10 ans, ceux qui étaient sous chimioprophylaxie et qui complétaient à peu près 75% des séances, chez ces enfants-là, on trouvait quand même qu'il y avait un portage de 3% en termes de portage parasitaire, contre 11% chez les groupes d'enfants qui n'étaient pas sous chimioprophylaxie par chloroquine. Donc, en termes simples, donc, on voit que le risque de contracter le paludisme chez ceux qui n'étaient pas sous chimioprophylaxie était relativement 4 fois plus élevé que pour les autres groupes qui étaient quand même sous chimioprophylaxie. Donc, toutes les campagnes de chimioprophylaxie, c'est ce que j'appelle une campagne de nicotinisation, une forte pression médicamenteuse. Vers la fin des années 70,
on commençait à évoquer la notion de chino-résistance partout en Afrique. Et après on se disait, bon, dans ces conditions, il faut qu'on arrête l'utilisation de la chloroquine à Madagascar. Et en plus, dans le domaine du non-dit, comme je vais vous dire aujourd'hui, l'État a été confronté aussi à des problèmes d'ordre financier. Il y avait aussi un problème de financement qui fait que l'arrivée de la chloroquine-résistance plus le problème de financement, c'était une occasion noire pour dire ok, donc maintenant on arrête la smugglage chez les enfants. Et comme par malheur, ça correspondait aussi à la période du socialisme, donc accompagné par l'érosion du système de santé publique, l'arrêt de pulvérisation des DDT sur les hautes terres. Et qu'au milieu des années 80, bonjour les dégâts, il y avait l'épidémie qui a fait des milliers et des milliers de morts sur les hautes terres. Et qu'est-ce qu'on a fait pour riposter à l'épidémie? On a arrosé encore le pays en chloroquine et on a utilisé près de 40 000 dispensateurs. Donc on a amené les chloroquines dans les villages. Et que même dans les petits, chez les petits gargotiers, donc il y avait ces panneaux qui disaient ici on vend de la chloroquine. Bon, ça n'a rien à voir avec Nike, mais je n'ai pas effacé ce qu'ils ont mis. Donc c'était aussi une campagne de chloroquinisation avec une forte pression médicamenteuse. Et puis avec le temps, bon, on a commencé à oublier aussi cette histoire de prise en charge au niveau communautaire, donc on l'a abandonné, mais seulement maintenant, depuis 2003, on veut revenir sur cette pratique dans le domaine en tant que stratégie. Par contre, pendant les 30 dernières années, qu'est-ce qui se passait? On a enregistré, par exemple, des échecs de smogprophylaxie qui suggèrent déjà une notion de résistance, et que autour des années 90, il y avait même des taux d'échec cliniques, mais à des taux raisonnables, rapportés par différentes équipes, dont les différentes équipes qui se succédaient à l'instigateur. Et à partir des données qui étaient publiées, l'OMS dresse ce genre de cas. Donc je tiens à préciser que c'était basé sur le protocole MS 96, là où on misait beaucoup sur la réponse clinique. Donc quand le patient est cliniquement guéri, même si on voit encore des résidus de parasites, on classe cette réponse thérapeutique comme une réponse clinique adéquate. Donc, bon, là il y a quand même une erreur, ça c'est l'OMS, donc je ne vais pas modifier. Hein. Sainte-Marie n'est pas du côté de Madame, mais Sainte-Marie est là. Mais c'est pas grave. Mais partout dans tout Madagascar, donc on voit que, bon, c'est pas les échecs cliniques tardifs qui manquaient, un peu partout, mais grosso modo, la réponse clinique au traitement par chloroquine était satisfaisante. Et après, j'apporte quand même notre mise à jour en utilisant les données de l'année dernière, mais toujours pour Sainte-Marie, la petite qui est là, sur la côte orientale de Madagascar. Donc ça c'est ma mise à jour aujourd'hui, avec le nouveau protocole OMS de 2003, et c'était chez les enfants de moins de 5 ans. Et qu'est-ce qu'on note? Donc, il y a quand même un échec thérapeutique enregistré chez à peu près environ 36% des enfants. Mais c'était plutôt des échecs parasitologiques et des échecs cliniques tardifs. Bon, ça reprend seulement ce que je viens de vous dire tout à l'heure. C'était juste pour insister sur le fait que, dans quelque part, chez les enfants de moins de 5 ans, on peut dépasser les 30% en termes d'échecs thérapeutiques. Mais j'insiste encore sur le fait que ce sont plutôt des échecs parasitologiques ou cliniques, mais tardifs. Cette courbe nous montre les résultats du suivi parasitologique. Donc, vous pouvez constater que, quel que soit l'issue du traitement après 14 jours de suivi, quand vous donnez la chloroquine à 25 mg kg, tel que c'est indiqué, tel que c'est recommandé par l'OMS, donc il y a une chute de biomasse parasitaire chez les malades. Conclusion, même chez les enfants chez qui on va enregistrer un échec parasitologique tardif, ou même chez les enfants chez qui on va enregistrer un échec clinique tardif qui se
pas surtout entre J7 et J14, la chloroquine permet de capter la biomasse parasitaire. Qu'est-ce que ça veut dire? À mon sens, ça n'engage que moi. Un point de vue très personnel. On donne la chloroquine, on évite le passage de la forme simple à la forme grave. Donc quelque part, combien coûte une vie? Je ne sais pas. Mais on protège des enfants, on évite des décès. Qui fait que, personnellement, aujourd'hui, je crois qu'on a encore une bonne raison d'utiliser la chloroquine, par exemple, au niveau communautaire. Mais, compte tenu quand même du taux assez élevé des échecs, principalement parasitaires, moi je crois que chaque malgache a droit aussi à un meilleur traitement. Donc il est temps de penser déjà à un traitement beaucoup plus performant si on veut vraiment lutter contre le paludisme. Mais je ne dis pas qu'on va lutter contre les fièvres. J'ai dit on veut lutter contre le paludisme, ça veut dire quoi? Diagnostiquer d'abord dans les centres de santé. C'est peut-être utopique quand je parle comme ça, mais moi je crois que c'est ce qu'on doit faire. Toujours dans cet esprit de trouver quand même des traitements efficaces, pendant cette étude à Sainte-Marie, nous avons évalué aussi l'efficacité de la modéquine, qui n'est autre qu'une aminocatinoléine, enregistrée et autorisée sur le marché à Madagascar depuis au moins 20 ans et sans interruption. Mais cette fois-ci, c'était une étude préliminaire chez les patients supérieurs à 5 ans. Donc, même si on se rend compte qu'il y avait un nombre assez limité de patients, une chose est sûre, la réponse clinique et parasitologique adéquate, c'est-à-dire on traite et après les gens n'ont plus ni fièvre ni parasite. Jusqu'au J14 était de 77% contre 100% quand on a donné la modéquine. En ce moment, il y a encore une étude qui est en cours dans le cadre de la réalisation du projet financé par le Global Fund. Donc on est déjà arrivé à près de 70 enrôlements, mais à J14, on est à 100% de réussite thérapeutique avec la modéquine, tout âge confondu. Maintenant, je vais revenir sur le marqueur génétique de la résistance à la chloroquine, le gène PSRT. Donc ils ont publié en 2000 l'histoire de PSRT, et qu'en 2002, dans le cadre de l'activité du réseau d'études de la résistance, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a fait plusieurs missions, on voulait former les gens pour la microscopie quand le microscope était disponible dans certaines formations, que ce soit public ou privé. Donc là, on ne parlait pas de fièvre, on parlait de paludisme. Donc paludisme confirmé, on fait des prélèvements sanguins, on envoie à l'Institut Pasteur, une fois que l'Institut Pasteur, on documente, on prend les informations sur chaque isolat, on les conserve à moins 20 jusqu'à utilisation, et après, entre autres, on commençait à regarder ce qui se passe au niveau du codon 76 du gène PSRT. Et la technique qu'on a utilisée, c'est une technique qu'on a pu domestiquer à Madagascar et qui a été largement utilisée aussi en Afrique. La PCR et les TLP, qui consiste à amplifier une partie du génome du parasite correspondant au gène PSRT et après on coupe avec une enzyme de restriction à un endroit bien déterminé, juste pour voir est-ce qu'on a le codon muté ou sauvage. Donc sauvage synonyme de sensible, muté synonyme de résistant. Ou sinon, il y a aussi une partie des produits de PCR que nous avons envoyés en France, mais c'est payant, en séquençage, pour qu'on puisse voir vraiment la séquence. Qu'est-ce que ça a donné? On a travaillé sur des prélèvements collectés dans les 2 villes portuaires. Maintenant, qui a quand même beaucoup d'échanges avec les Comores et Thomas, le seul port, véritable port international de Madagascar, à Saré, dans le district de Mouraman, parce qu'il y a une équipe de l'exploiteur qui travaille à Mouraman, et à Tolangar, parce qu'à l'époque, on avait aussi une partie de notre équipe qui travaillait à Tolangar. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a techniqué 200 échantillons, on n'a pas trouvé les mutants. 0 mutant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Et après, on fait parler quand même la statistique. Et on fait le calcul d'intervalle de confiance, donc limite supérieure à 2%. Donc 0 mutant sur les 200 éléments examiner, ça veut dire quelque part, peut-être qu'on est déjà, on peut avoir quelque part 2% de parasites mutants. Mais
J'insiste encore sur le fait qu'on n'a pas trouvé les mutants. Ça a été publié dans JD et dans Paradise. Vous pouvez retrouver ces articles. Et on continue encore. Madagascar est tellement large qu'on ne peut pas tout faire. Ben, une équipe ne suffit pas. On a commencé à former une partie du personnel du service de lutte contre la virus du ministère de la Santé. Et j'espère qu'un jour, ils vont pouvoir avoir leur laboratoire pour qu'ils puissent participer activement dans la surveillance. En 2004, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, comme d'habitude, c'est tout dans le cadre de l'activité du RER, les prélèvements étaient envoyés à l'Institut Pasteur, conservés. Donc, on a fait on utilise exactement la même procédure, et c'est presque les mêmes personnes avec les mêmes machines PCR. Et après, on a attrapé des mutants. Et qu'est-ce qu'on a fait? Pour être sûr que les mutants étaient mutants, on a envoyé des produits en séquençage en France ou aux États-Unis. Et non seulement on a envoyé des mutants, mais on a envoyé aussi des isolats qui étaient catégorisés sauvages. Mais c'était des isolats tirés au hasard dans le lot. Cette fois-ci, on a travaillé avec des prélèvements collectés à Andap et à Tsurumandit. Et en tout, sur les 183 prélèvements techniqués, il y en avait 6 mutés. Donc il y a fait en moyenne 3%. Donc l'intervalle de confiance 95%, ça va de 1 à 7%. Et parallèlement, toujours avec la même procédure, même méthodologie, on a regardé ce qui se passe à Moroni, dans l'Union des Comores. On s'est rendu compte que ces œufs, ils sont déjà en saturation aussi, avec 80% des parasites mutants en PSRT 76, mutants synonymes de potentiellement résistants. Après, voilà les résultats de séquençage. Ça nous permettait de voir que déjà à Madagascar, on avait 2 haplotypes parmi les parasites mutés. Il y a le haplotype CDI-DT qui a été décrit pour la première fois au Cambodge en 2001 et l'haplotype CDI-ET quand on regarde un bout du temps entre le codon 72 et 76, et ça c'est ce qu'on a détecté aux Comores. Et après, parmi les sauvages, il n'y avait qu'un seul haplotype, le CDMNK classique. Mesdames et messieurs, et je m'adresse particulièrement aux participants, je crois que vous avez passé 5 semaines avec nous et que j'espère que ces 5 semaines vous permettent quand même de sortir les idées fausses et les fausses idées. Parce que le comble, c'est que, ça je suis pas forcément protestant fervent, mais j'ai pris ça de la Bible. Que le peuple meurt par manque de connaissances. Quand aujourd'hui en Afrique et Madagascar, on pense en mangeant les pêches ou les mangues qu'on attrape le paludisme, c'est grave. Alors que ça fait 100 ans que les gens ils ont commencé à parler de parasites et d'anophèles. Quand les médecins pensent que la fièvre est égale paludisme, c'est grave. Parce qu'on sait que bon, paludisme égale maladie parasitaire égale la parasite. Je reviens sur cette histoire de résistance. Ça, c'est l'autre version de la carte que je viens de vous montrer au début. Voilà les foyers initiaux. Les foyers initiaux en Asie du Sud-Est et en Amérique latine. Et puis après, les parasites voyagent avec les gens. Et quand ils tentaient, ben, tous les pays d'endémie étaient arrosés de parasites résistants. Mais une chose est sûre. Quelquefois, on se trompe, on pense que c'est en donnant la chloroquine qu'on crée comme ça dans la nature la résistance. Non. Les antibiotiques ne sont pas des mutagènes. Ce n'est pas les antibiotiques qui créent les mutations, mais les antibiotiques sélectionnent les parasites résistants. Donc là, je schématise. Admettons qu'ici, nous avons une région, une zone de résistance à la chloroquine, là où vous avez beaucoup de parasites résistants, que je schématise avec ces petits cercles. Et qu'à côté, vous avez une zone de sensibilité à la chloroquine, là où vous avez beaucoup de parasites sensibles, mais à un temps T. Il y a une introduction de parasites résistants qui peut passer en silence. Mais comme on est en zone de sensibilité à la chloroquine, qu'est-ce qu'on va faire? Même dans la politique nationale, on va se dire, ok, les malades, traitez-les avec de la chloroquine. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la chloroquine,
ça a l'effet d'une bombe pour les parasites sensibles. Mais par contre, et en même temps, donc, ça élimine les souches sensibles. Par contre, la chloroquine, ça n'a aucun effet sur les souches résistantes. Et qui fait que les souches résistantes vont continuer à se multiplier et se disséminer dans cette zone. Conclusion, à un temps T plus N années, combien d'années? J'ai pas la réponse. La région de sensibilité à la chloroquine va devenir aussi une région de chloroquinorésistance. Et que les régions où on était déjà confronté au problème de chloroquinorésistance, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit changer de médicament. Il se peut qu'à un temps T plus N, d'autres formes de résistance vont s'y apparaître. Je reviens maintenant à Madagascar. Tout à l'heure, je viens de vous présenter que dans le lot, on vient de détecter en tout 3% de parasites mutés PSRT 476. C'est-à-dire, au lieu d'avoir la lysine en position 76, on va avoir plutôt la thréonine comme acide aminé. Aujourd'hui, dans la stratégie, et ça c'est depuis 2003, c'est ce que je considère comme une nouvelle forme de chloroquinisation. Donc, ça va augmenter la pression médicamenteuse associée à la chloroquine. On veut recourir à l'utilisation des chloroquines préemballées pour les enfants de moins de 5 ans au niveau communautaire. Et que dans le draft même de la politique en cours de révision, j'ai vu que même quand on n'est pas sûr d'avoir vraiment quand en cas de paludisme présumé, on peut aussi prescrire de la chloroquine, même dans les formations de santé. Donc déjà, il y a deux formes de médicaments. La première forme qui va passer par le marketing social assuré par PSI, le Padistop, et les médicaments qui sont plutôt, je dirais, les médicaments du ministère OMS, qui seraient donnés gratuitement. Donc, si on arrive vraiment à mettre en route la prise en charge de domicile à base de chloroquine, on va augmenter aussi la pression médicamenteuse à base de chloroquine, qui fait que on a intérêt encore à renforcer la surveillance. Ce n'est pas la peine d'attendre à ce qu'on soit vraiment dans une situation catastrophique avant d'arrêter. Bon, pour l'instant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la réponse clinique au traitement par chloroquine justifie l'utilisation de la chloroquine. Parce que bon, on sait aujourd'hui, par exemple, il y a Arsène qui vient juste de rentrer de l'ACAT. Pour aller à l'ACAT, on fait 10 km en 4x4 et après on abandonne la 4x4. Et après on fait 10 km en camion et après on abandonne le camion et après on fait 15 km à pied. Donc dans ces régions enclavées, moi je crois qu'il y a vraiment une bonne raison d'amener le traitement dans les communautés. Et que la chloroquine, on peut le transporter à deux dômes ou sur la tête pendant la période sèche. En même temps, j'insiste encore sur le fait qu'il faut pouvoir diagnostiquer. Je sais qu'aujourd'hui, peut-être qu'il n'y a même pas de thermomètre dans les formations de santé. C'est la réalité. C'est une honte, mais c'est la réalité. Mais c'est certain quand même qu'on doit faire le nécessaire pour changer cette situation. En même temps, il faut penser aussi à donner des médicaments performants. Quels médicaments performants? Quand il y a déjà des médicaments performants disponibles sur le marché, qu'est-ce qu'on doit faire? Où est-ce qu'on doit encore attendre et attendre combien de temps pour voir quel médicament? Je ne sais pas. J'ai dit que ce n'est pas la peine d'attendre que la situation catastrophique, parce que quand on était au Comores en 2002, voilà ce qui se passait quand on était avec de la chloroquine en 2001. Voilà ce qui se passe quand on était avec la chloroquine. C'est à peine si on a entre 20 et 30% de réussite thérapeutique. Parce que déjà, ils étaient arrosés de parasites résistants à la chloroquine. Mais surveillance de sensibilité, c'est facile à dire. Parce qu'il faut des compétences, il faut des ressources humaines, il faut surtout une volonté. Comme je vous disais tout à l'heure, on a un grand équilibre de 600 000 km² avec 111 districts. Donc ce n'est pas une seule équipe qui peut assurer la surveillance. Il faut qu'on s'y attaque à plusieurs. Parce que surveiller, à mon sens, c'est pas seulement surveiller un peu tout ce qui est déjà utilisé, mais anticiper aussi. Et il faut faire appel à des nouvelles technologies s'il faut. Et en plus, il faut former les acteurs. En commençant par les maires, la population, les personnels de santé et les étudiants. Et il faut communiquer, se communiquer. Donc, c'est ce qui termine mon exposé.
Et je tiens à réitérer ici mes remerciements sincères à mon équipe, notamment les gens qui travaillent plutôt au laboratoire avec moi, les gens qui travaillent sur le terrain avec moi, les cadres, mes collègues qui travaillent avec moi, et surtout les expatriés qui se succédaient ou qui sont encore sur place. Je tiens aussi à remercier les gens du moyen généraux, parce que sans les chauffeurs, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut faire pour aller juste dans des endroits très reculés de Madagascar pour l'étude du paludisme. Je tiens à remercier aussi les partenaires des bailleurs de fonds, et notamment les patients, par exemple, qui ont accepté de jouer le jeu avec nous. De toute façon, les études que nous avons réalisées étaient financées principalement par le ministère français des Affaires étrangères à travers différents projets, par l'IAEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, la Banque mondiale, l'Institut Pasteur, l'OMS, etc., etc. Donc sur ce, je tiens à remercier notamment les fidèles aux conférences de l'Institut Pasteur, et je tiens à remercier aussi ma femme qui n'est pas là aujourd'hui.